Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Quelle influence pour les cabinets de conseil sur les politiques publiques? Cette question est devenue au cœur de ce que certains appellent un scandale d'État, d'autres tout simplement une pratique courante dans les démocraties, ou bien encore une manière de rendre plus efficaces certaines administrations. Alors pour vous donner les pièces du dossier, pour que vous puissiez vous faire votre idée, nous sommes en compagnie de Caroline Michel-Aguirre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Obs et vous avez publié le livre par lequel cette affaire a démarré. Ce livre, il s'intitule « Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État » et vous l'avez écrit avec Mathieu Aron. Il est publié chez Alary Éditions. Et en face de vous, Mathieu Courtecuisse, bonjour. Vous êtes président de Syntec. Alors Syntec, c'est le syndicat des professionnels du conseil, président et fondateur du cabinet SIA Partners. Donc vous êtes vous-même à la tête d'un cabinet de conseil. Et justement, la première question que j'aimerais vous poser, Mathieu Courtecuisse, pour ceux qui ne sont pas familiers de cet univers, qu'est-ce qu'un cabinet de conseil? À quoi ça sert? Un cabinet de conseil, ça sert d'abord, c'est une dépense d'investissement pour transformer les organisations, définir des stratégies d'entreprise ou d'organisation. Donc nous sommes des champions de la transformation et on aide à déployer les stratégies du changement. Stratégie du changement. Mais alors, ces stratégies du changement, elles sont aujourd'hui dirigées dans les cabinets de conseil par des personnes qui en sont les spécialistes, lit-on. Mais comment peut-on être spécialiste de choses dont on ne connaît pas les détails pour ne pas l'avoir exercé soi-même? Je vous donne un exemple. Ce qui étonne dans le recours au cabinet de conseil, c'est par exemple les missions qui ont été faites dans l'éducation nationale. Au lieu de prendre des consultants, pourquoi ne pas demander tout simplement aux enseignants comment ils envisagent l'évolution de leur métier? Très souvent, on formule les stratégies en co-construisant ces éléments, c'est-à-dire que parfois on a des expertises à l'intérieur de nos cabinets de conseil, parfois c'est moins le cas. Il s'agit parfois de mettre aussi juste autour de la table des personnes qui se connaissent bien, qui ont un certain nombre d'idées, mais qui ont du mal à dialoguer ensemble et à formaliser ces éléments stratégiques. Donc on a plusieurs éléments qui nous permettent de gamifier en fait nos interventions. De gamifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça va de l'expérience très liée à une expertise technique, par exemple dans la logistique, par exemple dans un certain nombre de corps de métier. Et puis à l'inverse, on peut aussi tout simplement créer des dynamiques collectives, de l'engagement dans la conduite de la transformation d'une organisation. Mais justement, c'est ça qui étonne. Comment dans une société qui appelle de plus en plus à avoir recours à des compétences particulières, comment prétendre être généraliste? La plupart des cabinets de conseil aujourd'hui ne sont pas généralistes. En général, ils sont plurispécialistes, c'est-à-dire qu'ils ont, selon la taille de leurs organisations, parce qu'on a vraiment tout type de taille de cabinets de conseil, ça peut aller de l'expert indépendant à des organisations qui comptent plusieurs milliers d'employés. Et donc, selon les contextes, on va apporter différentes natures d'expertise. Mais la conduite de la transformation, c'est une expertise. D'ailleurs, il y a énormément de recherche académique. Et d'ailleurs, la France est un des pays les plus avancés en matière de recherche académique, en matière de management, numéro 1 en Europe et parmi les premiers dans le monde. Combien sont payés les consultants? Parce que là aussi, c'est quelque chose qui étonne. Alors, il y a des sommes extrêmement importantes qui sont évoquées dans le livre de Caroline Michel-Aguirre et de Mathieu Aron, Les infiltrés. On évoque des prix de journée de l'ordre de 1000, 1500, 2000 euros. Les enseignants, je crois, ne sont pas payés 2000 euros par jour. Comment expliquer de telles sommes? C'est lié à la valeur ajoutée perçue par nos clients. En France, effectivement, le taux moyen qui est constaté, c'est autour de 1200, 1300 euros, ce qui est bien inférieur d'ailleurs à beaucoup de marchés. Moi, mon entreprise est présente dans 18 pays et je peux vous indiquer que la France est probablement un des pays où les taux journaliers sont les plus faibles. Valeur ajoutée perçue, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui valent 2000 euros par jour et d'autres qui valent moins de 200 euros. Ça s'appelle un marché. Donc en fait, parfois vous allez valoriser en fonction du temps passé. Parfois, vous allez valoriser en fonction de l'impact. C'est-à-dire que quand vous aidez à formaliser une décision qui peut rapporter des millions, voire même des centaines de millions d'euros, bien, il n'est pas illogique que votre expertise elle soit valorisée non pas uniquement sur le temps que vous passez, mais sur la contribution à la valeur ajoutée qui est créée. D'ailleurs, il est reconnu aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre la dépense d'investissement dans le conseil dans les économies et la productivité et même la dynamique du PIB. Admettons, on en rediscutera tout à l'heure, mais Mathieu Courtecuisse, qui
étonne, c'est qu'on puisse avoir affaire à de tels prix de journée pour des rapports qui sont parfois abandonnés en chemin, ne servent à rien, vont dans des tiroirs tout simplement, rejoindre d'autres rapports. Comment expliquer cela? La valeur ajoutée, elle semble faible. Si vous voulez, le consultant propose, les clients disposent. Donc en fait, nous, on est là pour aider nos clients à prendre des décisions, à exécuter des stratégies de changement. Je dirais qu'en fait, et d'ailleurs c'était le cas dans le rapport du Sénat, il a été indiqué que pratiquement 75% des prestations qui ont été évaluées étaient notées entre 4 et 5 sur 5, donc avec un haut niveau de satisfaction. Je dirais même dans les entreprises privées, où on peut considérer qu'il y a une efficacité par nature, le développement des prestations de cabinets de conseil s'est considérablement accéléré ces dernières années. Le marché a doublé de taille en 10 ans. Mais dans les politiques publiques, le problème, c'est que la valeur perçue, elle est peut-être réelle, peut-être inexistante. Ça, je laisse chacun en juger. Mais en tout cas, c'est la collectivité qui paye. Donc, c'est nous. Et c'est là où les choses deviennent plus compliquées, Mathieu Courtecuisse. Je vois pas en quoi c'est compliqué. D'ailleurs, si vous voulez qu'une société privée décide d'acheter des rapports qui ne servent à rien, bon, ça c'est l'affaire de la société privée. Mais ça c'est une caricature, monsieur. En fait, encore une fois, c'est ce que dit le rapport du Sénat que j'ai. Il dit pas ça parce que encore une fois, ce que je vous ai indiqué, il indique que près de 4 millions d'euros à McKinsey pour la réforme des APL. Alors, je précise que la réforme des APL à laquelle il a été indiqué ensuite, elle a fait un démenti sur ce qui a été indiqué dans le rapport. Alors. Voilà. McKinsey a fait un démenti. Non, la sénatrice a aussi reconnu. En fait, elle a reconnu qu'il s'agissait d'une mission qui était destinée à l'informatisation des APL, c'est-à-dire quelque chose dont le périmètre était plus restreint que cette réforme. Mais en tout cas, on voit mal comment cette somme, par exemple, n'aurait pas pu être diminuer si le service avait été ou bien organisé à l'intérieur de l'État, s'il y avait eu bien entendu des compétences, ou bien si cela avait été organisé autrement. En fait, les missions de conseil sont régies par des contrats. D'abord, les consultants sont révocables ad notam, c'est-à-dire que si un client n'est pas content d'une prestation de conseil, il peut tout à fait s'en séparer. Donc c'est pas un métier régulé, donc il a tout à fait la possibilité d'arrêter une mission. Il est aussi possible, sur la base d'un forfait, de dire que si le livrable qui est donné ne correspond pas... Le livrable, c'est ce que vous remettez au client. Le livrable, ça peut être un rapport, ça peut être une étude de marché, ça peut être différents éléments. Mais si le client n'est pas satisfait, il peut tout à fait, à la fin, discuter avec le cabinet de conseil pour éventuellement demander un complément d'intervention, révoquer le cabinet de conseil comme j'ai évoqué, voire même ne pas régler l'intégralité de la prestation. Donc si cette prestation a été réglée, c'est que le client a été content. Caroline Michel-Aguirre, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, la vraie question, il me semble, c'est la question de la décision politique, en vérité. C'est une question très large, mais en vérité, ce que nous explique Monsieur Courtecuisse, c'est que après tout, ces entreprises sont des prestataires, qu'ils répondent à des appels d'offres et que c'est aux décideurs d'interroger. C'est aux décideurs de nous répondre. La vraie question, c'est le système qui s'est mis en place depuis 15 ans. Qu'est-ce que vendent les cabinets de conseil ? Les cabinets de conseil vendent une promesse, Monsieur Courtecuisse vient de nous l'expliquer, d'être les champions du changement. Ils vont savoir, en gros, la promesse pour l'État, pour le service public, c'est on va vous aider à faire autant, aussi bien de service public, voire mieux, avec moins de moyens. C'est ça la promesse. On va vous expliquer, en changeant votre organisation, etc., comment avoir moins de moyens. Les politiques ont acheté cette idée, en tout cas, cette promesse. Ce qui se passe depuis 15 ans, c'est que non seulement aucun politique ne l'a assumé publiquement, et on le voit aujourd'hui encore dans la position du gouvernement. Le gouvernement patauge totalement, pour le dire gentiment, dans les chiffres qu'ils n'ont pas voulu nous donner. Je rappelle que quand on a fait l'enquête avec Mathieu Aron, nous avons évidemment posé la question des chiffres et des montants. Alors le montant, bon, on l'évalue à 1 milliard d'euros au moins. Au minimum. Alors ça, c'est...
Est-ce que je peux... Je ne vous ai pas interrompu, je crois. Caroline Michel Aguirre, poursuivez Mathieu Courtecuisse, vous répondez. 1 milliard d'euros, c'est le chiffre donné par le rapport de commission du Sénat qu'ils ont obtenu auprès de Bercy. Et ce chiffre est une évaluation minimale, c'est bien ce que indique le président de la commission, en prenant en compte les dépenses de conseil en stratégie informatique, juste sur le périmètre du ministère. Quand on y ajoute les 10 plus gros opérateurs de l'État, que sont Pôle emploi ou des gros opérateurs de l'État ou la Caisse des dépôts et consignations, on arrive à 1 milliard. Et quand on ajoute les dépenses des plus grosses entreprises publiques, on arrive déjà à 1,3 milliard. Nous, avec Mathieu Aron, dans notre livre, on faisait plutôt une estimation sur un périmètre large, parce qu'il y a beaucoup de dépenses hospitalières, il y a beaucoup de dépenses aussi dans les collectivités locales. Donc on faisait plutôt une estimation sur 1 milliard, entre 1,5 milliard et 3 milliards sur un périmètre aussi large. Donc la question qui se pose majoritairement, c'est celle de la transparence des chiffres et celle de l'efficacité. Et contrairement à ce que dit M. Courtecuisse, l'efficacité, elle n'est pas évaluée au sens large par les contre-pouvoirs. On va essayer de distinguer les deux questions. Mathieu Courtecuisse, déjà sur les sommes qui sont évoquées et qui semblent extrêmement importantes, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli ce matin parce que le journal L'Obs a refusé à censurer mon interview à la suite de la publication. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Je ne sais pas ce que fait L'Obs. J'ai fait une interview, vous l'avez censurée. Mais vous avez refusé qu'elle soit publiée, c'est dingue. Pas du tout. Mais c'est dingue. C'est un mensonge et honté. Mais non, c'est complètement faux. En tout cas, vous avez la parole, Mathieu Courtecuisse. J'aimerais bien que les questions... Vous m'avez censuré, madame. Mais pas du tout. Parce que, en fait, lors de cette interview... Vous avez la parole, dites-nous ce que vous avez dit lors de cette interview. Votre collègue aurait censuré. Totalement. C'est faux. Nous avons les échanges par mail, si vous voulez, il n'y a pas de souci. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur ce sujet. Non, mais c'est très important, parce que votre collègue polémiste a indiqué, lors de cette interview... Ni elle ni moi ne sommes polémistes. Ah non, mais la différence entre un journaliste et un polémiste, c'est les faits. C'est très insultant ce que vous dites. Non, je vous dis la vérité. Moi, je ne vous insulte pas. À aucun moment dans aucune Est-ce que c'est une insulte d'un polémiste? Est-ce que l'on pourrait rester factuel un instant? Mathieu Courtecuisse, je vous prie, poursuivez sur la question du chiffrage des prestations. Très bien. Lors de cette interview avec Monsieur Aron, polémiste, eh bien, il a indiqué qu'il avait comptabilisé des dépenses d'exploitation informatique dans le cloud. C'est-à-dire que des contrats, par exemple avec Microsoft ou Amazon, ont été comptabilisés dans ce chiffrage. Dans le livre, il est indiqué l'État. Jamais de distinction avec les collectivités territoriales. Les chiffres, nous les publions depuis plus de 20 ans. Et on n'a pas de problème avec ces chiffres. Ces chiffres, et d'ailleurs le rapport du Sénat, sur la partie de conseil en stratégique, et notamment ce qui pourrait avoir une influence sur la prise de décision publique, est évalué autour de 400 à 450 millions d'euros par an. À cela s'ajoutent les dépenses pour les opérateurs publics, comme Madame vient de l'indiquer, et à cela s'ajoutent les dépenses dans les collectivités territoriales qui sont de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros. Donc on arriverait, selon vous, à 600 millions? L'ensemble du secteur public, c'est de l'ordre de 700 millions, donc 400 millions à peu près pour l'État. Et encore une fois, on ne peut pas comptabiliser, par exemple, des dépenses qui visent à changer une application informatique, qui visent à faire une migration technique d'une application informatique. On ne peut pas, Monsieur Courtecuisse. Alors, quand vous avez un écran... Il faut rappeler, Mathieu Courtecuisse, attendez, parce que je vais donner quand même quelques indications aux auditeurs pour qu'ils comprennent votre dialogue. Mathieu Courtecuisse, vous êtes non seulement à la tête du syndicat des entreprises de conseil, mais vous dirigez ce qu'on appelait jadis une SS2I. Alors, pas du tout. Une société de conseil en informatique. Pas du tout. C'est un cabinet de conseil en stratégie, en management. Je ne fais pas d'informatique, monsieur. Donc, c'est juste faux. Donc, alors excusez-moi si c'est faux, dans ce cas-là, je le retire, mais... Est-ce que je peux revenir sur les chiffres, vraiment n'importe quoi. Alors, s'il vous plaît, Caroline Michel Aguirre. Franchement, d'ailleurs, vous avez omis. Si vous n'êtes pas factuel, on n'arrivera pas à se faire entendre. Votre collègue, M. Aron, m'a interviewé pour rédiger l'ouvrage. Non, mais ça, vous en discuterez après, parce que c'est une question qui concerne l'Obs et qui ne concerne pas France Culture. Caroline Michel Aguirre. On peut avancer. Alors, le chiffre de 1 milliard. Donc, le chiffre de 1 milliard, c'est le chiffre qui est donné par la commission sénatoriale, commission d'enquête sénatoriale. Oui, mais ça inclut le numérique. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais terminer, s'il vous plaît.
Ce chiffre, en effet, inclut le numérique. Il inclut 445 millions d'euros de conseils en stratégie et en organisation. Également 448 millions d'euros de conseils en informatique. La vision des choses, si vous me permettez de la développer, c'est que, et que nous partageons avec les sénateurs, c'est que le conseil en informatique, ça n'est pas un sujet technique. Il ne s'agit pas d'acheter des ordinateurs ou des logiciels. Il s'agit de concevoir le service de public de demain qui sera numérisé, digitalisé. On comprend bien que concevoir l'interaction entre l'État et les citoyens d'une façon digitale, et quand on parle de stratégie informatique, encore en effet, on ne parle pas de savoir quel ou quel logiciel on va acheter. Il s'agit de la manière dont on va concevoir les choses. De notre point de vue et du point de vue des sénateurs, ce conseil en informatique détermine toute l'architecture demain des rapports entre les services publics et les citoyens. Nous pensons, les sénateurs pensent, que c'est très important et que ça inclut le conseil en stratégie d'une manière large. Encore une fois, ça n'est pas l'achat d'ordinateurs ou de quoi que ce soit. Alors, tout à fait, parce que par exemple, même dans votre livre, vous avez indiqué qu'il y a de la tierce maintenance applicative. Je pourrais expliquer à vos auditeurs. Personne ne peut comprendre ce que c'est que la tierce maintenance. C'est par exemple, vous avez un écran avec une application et vous dites je vais changer un champ, je vais rajouter un attribut. Parce que en fait ça va pas très bien en termes de parcours quand vous allez saisir quelque chose, et donc ça c'est comptabilisé dedans. Donc vos auditeurs vont bien comprendre qu'il n'y a aucune influence en matière de stratégie ou de politique publique là-dedans. C'est bon, mais si j'amende Caroline Michel-Aguirre, attendez, je vais traduire vos propos comme ça, je vais essayer de le faire dans une atmosphère plus apaisée. Moi je suis très calme. Mathieu Courtecuisse, d'accord, donc tout le monde est calme, mais malgré tout j'aimerais vous poser une question et une réponse rapide, Mathieu Courtecuisse. Hélas, l'idée générale, si vous voulez, consiste à dire qu'il n'y a pas seulement dans les cabinets de conseil une prestation informatique, un travail sur des programmes, mais qu'il y a aussi une manière d'envisager l'action publique par le biais donc des applications informatiques. Est-ce que ça, vous pouvez l'entendre ? Non, d'ailleurs, c'est souvent pas les mêmes entreprises qui font ce genre de prestations. Enfin, vous en avez qui font l'ensemble, il y en a qui ne font pas du tout l'ensemble. Donc non, ça dépend. C'est vraiment comptabiliser ça, c'est ajouter des choux et des carottes. Enfin, ce ne sont pas les mêmes prestations. D'accord. Pour vous, c'est pas du même registre. Non, mais les cabinets de conseil ne font pas que de l'efficacité ou de l'efficience. Ils font aussi le lancement de nouveaux services. Lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, par exemple, il a fallu développer des stratégies de test. Ça n'existait pas avant. Donc c'est bien des nouveaux services qu'on va mettre en place. On va en reparler dans une vingtaine de minutes. Mathieu Courtecuisse, je rappelle que vous présidez le Syntec, le syndicat des professionnels du conseil. Caroline Michel-Aguirre, vous avez publié avec Mathieu Aron Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, et c'est aux éditions Alary. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on continue d'évoquer la question de l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Pour les uns, c'est devenu un scandale. Pour les autres, c'est une interrogation ou une source d'efficacité pour ces mêmes politiques publiques. Nous sommes en compagnie de Mathieu Courtecuisse. Vous présidez Syntec, le syndicat des professionnels du conseil, mais vous êtes aussi président et fondateur du cabinet SIA Partner. Alors j'ai dit que c'était une SS2I en réalité. Vous êtes spécialisé dans le conseil en transformation des organisations sur les projets informatiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Caroline Michel-Aguirre, vous êtes journaliste à l'Obs, et votre livre Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, écrit avec Mathieu Aron, publié chez Alary Éditions, et en quelque sorte à l'origine de cette question du rôle des cabinets de conseil. Dans ce dossier, il y a un tiroir que nous allons ouvrir, et ce tiroir, c'est à la fois l'importance de McKinsey, qui est aujourd'hui devenu emblématique de cette affaire, et le fait que McKinsey, alors même qu'il est rémunéré par l'État en partie, ne paye pas d'impôts en France. Il y a encore dans le Canard enchaîné un article consacré à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie, Caroline Michel-Aguirre ? Comment peut-on ne pas payer d'impôts en France ?
Alors, la question des impôts de McKinsey, c'est lié à une technique d'optimisation fiscale qui est tout à fait légale, mais dans une certaine mesure, qui consiste pas la maison mère de McKinsey, qui se trouve au Delaware, qui est un État américain, mais qui est aussi un paradis fiscal, à facturer des frais très importants. Alors, on n'a pas le détail, mais par exemple pour l'utilisation de la marque ou pour l'utilisation d'un système informatique ou de base de données, des frais tellement importants qui font que McKinsey, malgré la hausse de son activité, n'a pas fait de bénéfices depuis 10 ans en France et de ce fait, pas payé d'impôts. Ce que l'administration fiscale est en train de vérifier, c'est que ce qu'on appelle ces frais, ce qu'on appelle des prix de transfert, pour le dire techniquement, doivent avoir une réalité. Ça doit correspondre au prix du marché. Donc, ce que les inspecteurs des impôts sont en train de vérifier, c'est que ces frais n'ont pas été surfacturés, pour le dire tout simplement. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que, en effet, l'attention du public, elle est focalisée sur McKinsey à cause de cette question fiscale, et c'est tout à fait justifié. Mais en fait, McKinsey, ça n'est qu'un cabinet parmi d'autres, sauf que il y a quand même une spécificité à McKinsey qui n'est pas le plus gros, loin de là, mais c'est celui qui intervient au plus haut niveau de l'État. Et c'est ce qui fait la spécificité de McKinsey, d'abord du fait de la proximité d'un certain nombre de consultants avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire notamment le responsable du secteur public, des appels d'offres de l'État de McKinsey, Karim Tadjedine, est une connaissance depuis la commission Attali, donc ça date un petit peu d'Emmanuel Macron, et il l'a aidé dans sa campagne 2017, au point qu'il avait utilisé son mail McKinsey, qui n'est pas tellement autorisé. Mais ce sont donc des compagnons de route. Ils ont aussi écrit ensemble dans un livre qui s'appelle La Startup Nation, et tout ça fait que McKinsey, sa spécificité, c'est qu'il conseille au plus haut niveau de l'État. Si je devais prendre une image d'une entreprise, c'est le conseiller du PDG, McKinsey. Donc dans l'État, c'est le conseiller de Matignon, c'est le conseiller de l'Élysée. Donc si les chiffres ne sont pas les plus grands en termes de pourcentage, c'est sans doute le cabinet qui a le plus d'impact. Mathieu Courtecuisse, souhaitez-vous réagir ? Moi, je ne connais pas exactement la situation fiscale de McKinsey. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que mon entreprise est une entreprise française. Et que, à l'inverse, moi, quand j'ai à peu près la moitié j'ai 2500 personnes dans le monde, j'en ai 1000 en France, et du coup, il arrive que nos sièges français facturent à mes filiales un certain nombre de services également. Donc, je vais minorer, dans ce cas-là, le résultat de mes entités à l'étranger, et je vais augmenter ma base fiscale en France. Donc, c'est juste parce que McKinsey a une origine qui est aux États-Unis. Donc, ils ont. Alors, la question, Mathieu Courtecuisse, pour qu'on essaye de l'exposer aux auditeurs qui ne sont pas nécessairement spécialistes de ces questions. D'abord, j'ai sous les yeux le courrier par lequel McKinsey explique qu'il a payé plus de 422 millions d'euros d'impôts et de charges sociales. Et là, il y a bien évidemment. Locaux. Donc, et de charges sociales. En fait, ils font l'addition de tout ce qu'ils ont réglé, mais évidemment, il n'y a pas la répartition entre les impôts, les charges sociales, les impôts locaux. Donc, il se pourrait très bien que les impôts soient égaux à zéro, ce que sous-entend d'ailleurs le canard enchaîné du jour. Mais en l'occurrence, la question, et elle est un peu technique, c'est la matérialité de ces frais de transfert. Autrement dit, Mathieu Courtecuisse, l'idée que les redevances que McKinsey France paye à McKinsey États-Unis soient réelles ou bien soient une technique d'optimisation fiscale qui consiste essentiellement à mettre dans le rouge, ou en tout cas quasiment à zéro, la filiale française. Oui, encore une fois, moi je ne suis pas porte-parole de McKinsey, donc je ne connais pas leur situation fiscale dans le détail. Mais ce que met en évidence le rapport du Sénat, c'est que, comme vous l'avez tout à fait dit, madame, il y a une dépense diversifiée de la part de l'État auprès d'un certain nombre de cabinets. En gros, il y a 25 cabinets qui interviennent auprès de l'État de façon plus importante. Et les premiers sont des cabinets d'origine française. Donc effectivement, après, il peut y avoir des positionnements de chaque cabinet qui peuvent varier. Mais ces cabinets qui sont français, par exemple, dans le top 15 aux États-Unis, vous avez que 2 cabinets qui sont non américains et tous les 2 sont français. Donc, de fait, il y a des échanges qui existent parce que les cabinets de conseil, pour certains, sont des structures relativement mondialisées.
L'autre question qui se pose, Caroline Michel-Aguirre, au sujet donc de l'utilisation de ces cabinets de conseil, c'est le fait que finalement, ceux-ci sont là pour... Je vais le dire avec un terme caricatural, mais on va ensuite l'affiner pour essayer de dégraisser l'État. Et c'est ce que vous dites, Caroline Michel-Aguirre, alors même qu'il dégraisse l'État, eh bien, il laisse des places vacantes. Et c'est la raison pour laquelle l'État est incité à consommer encore plus de prestations de conseil. Expliquez-nous ce que cela signifie concrètement. Oui, c'est ce que les fonctionnaires appellent le paradoxe du serpent. Encore une fois, il faut revenir à la décision politique. La décision politique de faire appel à un cabinet de conseil, ça peut être parfois parce qu'on a besoin d'une expertise, en effet, extérieure, qu'on n'a pas. Ça peut être parce qu'on a besoin d'un avis extérieur ou qu'on n'arrive pas à imposer une décision dans son organisation. Mais très souvent, très souvent, puisque la promesse des cabinets, c'est le changement, c'est pour réduire les coûts. C'est pour, comme je vous disais tout à l'heure, faire mieux avec moins. Et ça dure depuis 15 ans, puisque ce phénomène en France a commencé avec Nicolas Sarkozy et la révision générale des politiques publiques et cette diminution du nombre de fonctionnaires qui a commencé il y a 15 ans, avec une diminution de 180 000 fonctionnaires, s'est faite avec l'appui des cabinets de conseil. Alors apparemment avec un pic de dépenses, d'après ce que l'on peut lire dans l'opinion, aux environs de 2008, où là... Alors ça c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Moi j'aimerais bien savoir où il a eu son chiffre, puisque nous, comme je vous le disais tout à l'heure, l'État nous a dit lui-même qu'il n'avait pas de chiffre agrégé autour de notre enquête, raison pour laquelle on se dispute encore ce matin sur le chiffre, parce qu'en vrai, si le chiffre on va pas reparler publié, on saurait. Non, mais on les a, en tout cas. Attendez. Donc en fait, le chiffre de 2010, on ne sait pas, en vrai, puisque on ne sait pas. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur le chiffre. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais c'est donc facile. Le paradoxe du serpent, excusez-moi, c'est l'idée que les cabinets de conseil sont appelés pour faire des coupes budgétaires, ce qui fait des failles, évidemment, des failles de compétences et des failles d'endroits où on n'a plus de fonctionnaires. Et face à cela, les politiques rappellent les cabinets de conseil pour boucher ces failles. Pour quelle raison ? Parce qu'il existe une règle comptable, un petit peu technique, qui s'appelle la fongibilité asymétrique, qui fait que quand vous avez un budget, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un CDD à un fonctionnaire, et encore moins un CDI, mais dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser pour acheter une prestation. C'est-à-dire que certaines sommes sont réservées pour acheter tel ou tel type de service, et donc il y a des sommes qui sont fléchées vers les cabinets de conseil. Toutes les économies que vous faites, que vous pouvez faire, elles peuvent être utilisées pour les cabinets de conseil. Si bien qu'on arrive à des situations complètement ubuesques, qu'on ne peut pas embaucher un CDD, mais on peut garder des consultants plusieurs mois, plusieurs années, à des taux horaires, comme on l'a vu, qui sont 5 fois minimum plus élevés que ceux du salaire d'un fonctionnaire. Mathieu Courtecuisse. Oui, alors juste pour préciser la structuration des services dans un cabinet de conseil, en gros tout ce qui relève de l'efficacité ou de l'efficience, c'est à peu près 1/3 du chiffre d'affaires des cabinets de conseil. 2/3, c'est plutôt de la croissance, de l'investissement dans des nouveaux services. Typiquement, d'ailleurs, ce qui est assez drôle par rapport aux propos que vous tenez, c'est que la polémique est née d'un accompagnement de plusieurs cabinets de conseil pour développer une stratégie de vaccination en France. C'était ça quand même au départ qui a créé cette polémique. Eh bien, ce service n'existe pas. Notamment parce que cette stratégie de vaccination au début semblait hésitante. En tout cas, on peut reconnaître qu'aujourd'hui que c'est un très très grand succès. Et par ailleurs, ce service de vaccination en population générale n'existait pas. Donc on a créé ce nouveau service. Donc, nous avons accompagné par exemple l'État pour développer des nouveaux services en matière de cybersécurité. Donc ce n'est pas que de l'efficacité, c'est aussi de la créativité, de l'évolution vers des nouveaux services, parce que le monde change. Donc, évidemment, l'État, les organisations doivent s'adapter et doivent développer des nouvelles stratégies. Et c'est pour ça qu'en fait, le conseil, c'est d'abord une dépense d'investissement. Ce qui fait que c'est assez compliqué, y compris dans les organisations privées, de mesurer parfois la dépense de conseil, parce qu'en comptabilité analytique, elle peut être une dépense d'exploitation, ça peut être aussi une dépense d'investissement. Vous avez des systèmes qui peuvent être décentralisés. Et les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, nous, la profession, nous les collectons depuis plus de 20 ans. Et on les avait donnés. Effectivement, il y a eu un pic autour de 2008-2011, qui était autour de 500 millions à peu près. Là, sur la mandature d'Emmanuel Macron, le chiffre est à peu près équivalent
à la mandature de François Hollande et un peu en retrait par rapport à la mandature de Nicolas Sarkozy. En revanche, ce qui a augmenté, c'est dans les collectivités territoriales, notamment parce que, par exemple, les régions ont fusionné, ce sont devenues des organisations plus grandes, et elles font plus appel à des cabinets de conseil qu'avant. Et moi, je pense que c'est très important, parce que, par exemple, dans le livre de Madame, la distinction entre État et collectivité territoriale n'est pas faite. Et pourquoi ? Parce que on sait tous très bien que les collectivités territoriales ne sont pas pilotées par des macronistes a priori. Alors c'est la critique qui vous est adressée, je crois, de manière audible et explicite, Caroline Michel-Aguirre, faisant de ce livre un brûlot anti-macroniste. Que diriez-vous ? Mais seules les personnes qui ne l'ont pas lu peuvent dire que c'est un pamphlet. Mais je pense qu'on raconte bien dans le livre que c'est un phénomène qui n'est pas né avec Emmanuel Macron. En effet, j'écris tout un chapitre là-dessus. C'est né avec Nicolas Sarkozy et c'est un mouvement mondial, ce qui est très intéressant, qui a commencé dans les années 90 en Angleterre et aux États-Unis. Avec cette idée, vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Ronald Reagan qui disait la solution à notre problème, ça n'est pas l'État, le problème c'est l'État. Et il y a cette idée qui s'est infusée que l'État, que les fonctionnaires ne pouvaient pas créer de nouvelles choses, n'étaient pas créatifs, qu'ils étaient archaïques, qu'ils étaient poussiéreux, qu'ils n'étaient là que pour reproduire ce qu'ils savaient déjà faire, qu'ils étaient pris par des corporatismes. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Le problème, c'est que en France, nous avons 5 millions de fonctionnaires, ce qui fait une énorme différence avec ce que vivent les autres pays, comme l'Allemagne ou les États-Unis, qui n'ont pas une fonction d'État. Ils n'ont pas des énarques extrêmement brillants qui font les mêmes études que les gens qui partent dans les cabinets de conseil. Ils n'ont pas forcément des cours des comptes, des corps d'inspection aussi forts. Et en vérité, dans l'État français tel qu'il a été pensé à l'origine, les consultants de l'État, ce sont les magistrats de la Cour des comptes et ce sont les inspections, les inspecteurs des finances. Donc, ce qui pose problème, le débat, tant qu'on le laisse placer sur pour ou contre les cabinets de conseil, il est assez stérile. La vraie question, c'est celle de l'efficacité au sein de l'État et des doublons. Est-ce qu'aujourd'hui, les consultants doublonnent avec les très hauts fonctionnaires qu'on a dans notre fonction publique ? Alors, justement, Mathieu Courtecuisse, pour le dire peut-être un peu différemment, vous considérez que le livre de ma consoeur est anti-macroniste. Est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner les cabinets de conseil, finalement, d'œuvrer au dégraissement de l'État, à l'amenuisement de ses forces, bref, d'avoir une idéologie sous-jacente ? Non, pas du tout. Encore une fois, on est là pour accompagner nos clients dans leur transformation. Donc, selon les impulsions politiques qui peuvent être en place, que ce soit dans une entreprise ou une organisation, eh bien nous, on va suivre le mouvement. Si demain, il y a un nouveau pouvoir qui décide d'investir davantage, par exemple, dans les forces de police, eh bien, à ce moment-là, nous accompagnerons le cas échéant, s'il y a un besoin, la modernisation des forces de police. Madame a indiqué que les consultants ont commencé à travailler dans le secteur public dans les années 80. C'est faux. Ça date de la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est une méconnaissance du secteur qui est complètement incroyable. J'ai parlé de l'augmentation, forte augmentation. Non, mais vous avez fait référence à Ronald Reagan, madame, c'est faux. D'accord. Ça date d'avant. Donc c'est juste faux. Encore une fois, avant Ronald Reagan ou après Mathieu Courtecuisse, Mmh. le fait par exemple de considérer qu'il faut mettre de l'efficacité dans certains secteurs alors que d'autres attendrait, par exemple, du service public, ce qui n'est pas exactement la même chose. Est-ce que ça n'est pas une manière d'envisager différemment les choses ? Je vous donne un exemple. L'hôpital, disent certains, est malade d'une recherche de rentabilité. Ça, c'est par exemple quelque chose qui peut être particulièrement prégnant dans l'esprit des consultants, puisque c'est ce qu'on leur demande. Non, mais si on prend l'exemple de l'hôpital, c'est en général l'émission sur laquelle on est mandaté. Aujourd'hui, un hôpital a 32% de ses dépenses qui sont liées à l'administration de l'hôpital, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, c'est à 25%. Donc souvent, on nous demande de réallouer cette dépense entre l'administration administrante, comme dit une candidate actuellement, vers justement les forces de terrain. Donc l'efficacité, c'est pas l'ennemi ni de la croissance, ni d'autre chose. C'est juste pour rendre un service avec les moyens qui sont les plus efficaces. Il y a une différence entre efficacité et efficience d'ailleurs. En général, les organisations privées sont plus dans l'efficience, l'État est plus dans l'efficacité. Et c'est pas du tout deux concepts qui sont ennemis en fait. En général, ce sont même des alliés objectifs.
Caroline Alors, Michel-Aguirre. la question de l'hôpital, elle est très importante et elle est très symptomatique de la question de l'efficacité. Depuis une quinzaine d'années, l'État a fait énormément appel au cabinet de conseil dans l'hôpital pour gagner en efficacité, c'est ce qui était vendu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet empilement de reporting, de tableaux, de manière de gérer, fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'administratifs à l'hôpital que de soignants. Et il y a 30% de plus de personnel administratif dans les hôpitaux français que dans les hôpitaux allemands. Et ça, c'est vraiment un sentiment, tous les soignants vous le diront, la perte de sens de leur travail. Ils ont de moins en moins de temps à consacrer aux malades et de plus en plus de temps à rentrer des tarifications, à remplir des tableaux, etc. Aujourd'hui, la crise de l'hôpital, elle est vraiment liée à cette perte de sens et toute la promesse de gains en productivité, de gains en efficacité que les cabinets de conseil ont donné depuis 15 ans, arrive à une crise absolument terrible où les infirmiers, les soignants s'en vont parce qu'ils ne retrouvent pas le sens, ils n'ont pas les moyens, eux, de soigner correctement. Mathieu Courtecuisse. Oui, il y a même des gens qui disent qu'il y a des cabinets de conseil qui ont créé le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc bon, tout ça ce sont des caricaturer un peu. Oui, non, mais c'est la même chose. Donc, par exemple, un des gros sujets à l'hôpital, c'est la lutte contre l'absentéisme, et ça n'a rien à voir avec. Et pourquoi ils sont absents, à votre avis, les soignants? Parce qu'ils n'aiment pas leur travail? Parce qu'on sait parfois que les chefs de service d'un Parce hôpital ne sont pas des très bons managers. Donc on sait, donc nous c'est la faute des chefs de service. Non, attendez, Caroline Michel-Aguirre, laissez Mathieu Courtecuisse répondre. Vous êtes dans la caricature vraiment du pamphlet et de la polémique. Je suis désolé de vous le dire, vous êtes polémiste. Et donc, moi je vous dis juste, il y a un fait, c'est que l'absentéisme dans les hôpitaux est supérieur à ce qu'on constate dans la fonction publique et c'est supérieur aussi à ce qu'on constate dans les entreprises privées. Et donc, il y a des sujets managériaux qui sont en jeu voilà, tout le monde le sait, il suffit d'aller dans un hôpital pour le voir. Vous avez interrogé les soignants pour savoir pourquoi ils étaient absents? Madame, vous avez des études? Oui, on a des études, madame. On accompagne. Qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils disent, les études? Il y a un déficit de sens et il y a des gros problèmes managériaux qui sont constatés. Il n'y a pas de problème d'emploi du temps. Caroline Michel-Aguirre, on va laisser répondre Mathieu Courtecuisse. Et encore une fois, les cabinets de conseil, c'est de notre faute si on a développé des formulaires. Est-ce que c'est les cabinets de conseil qui ont dit qu'il fallait développer des ARS? Je crois pas. Donc, des agences régionales de santé. Mais alors, juste plus généralement, parce qu'on va sortir de l'hôpital un instant. Est-ce que vous comprenez, Mathieu Courtecuisse, que la question justement du management et de l'efficacité, elle puisse justement être considérée comme étant inutile et même nuisible dans certains secteurs où on attendrait des services publics qui soient peut-être plus humains, plus accompagnants, moins centrés sur des indicateurs de gestion? Mais justement, une partie, parfois, des missions qu'on peut réaliser, c'est de faire de la productivité sur les services supports, sur l'administratif, pour redéployer les forces sur le terrain. Donc c'est une grande partie de ce qu'on est amené à faire. C'est le cas, par exemple, en ce moment, sur des programmes de transformation auprès du ministère de la Justice. Donc c'est une partie des diagnostics qui sont partagés, je pense, par tout le monde, par tous les utilisateurs des services publics, que en fait on souhaite avoir plus d'humains dans les services. Et c'est pareil dans les organisations privées par ailleurs. Caroline Michel-Aguirre, nous approchons du terme de cet échange. Y a-t-il, selon vous, des perspectives d'évolution pour ce secteur? La polémique est là, en tout cas, on l'entend. Est-ce que cela va modifier les pratiques de l'État, selon vous, ou peut-être les pratiques des cabinets de conseil? La raison principale pour laquelle on a fait ce livre, c'est que le phénomène n'était pas du tout connu. C'était un écosystème, un phénomène que le Sénat dit tentaculaire et qui n'était pas débattu publiquement parce qu'il n'était pas assumé publiquement. La question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce qu'on veut aller vers une délégation toujours plus importante à des prestataires extérieurs de la décision, ou est-ce qu'on veut reprendre la maîtrise de comment on définit les politiques publiques? Évidemment, il n'est pas trop tard. Ce que va faire l'État, je n'en sais rien, mais au moins, le débat, il est là et il est posé. C'était vraiment l'objectif de notre enquête et des révélations de notre livre. Mathieu Courtecuisse, vous qui dirigez justement le syndicat Syntec qui rassemble les professionnels du conseil, ça va laisser des traces ou pas? Écoutez, je ne sais pas aujourd'hui. Est-ce que ça va modifier vos pratiques?
Non, en tout cas, le Sénat a formulé un certain nombre de propositions. On est absolument aligné avec ces propositions. Elles ne nous posent absolument pas de problème. Une des thèses du livre de Madame, c'est de dire donc les consultants sont infiltrés. Et vous citiez tout à l'heure le fait que nous sommes bardés d'énarques ou je ne sais quoi. C'est absolument faux. D'ailleurs, j'ai expliqué à votre collègue polémiste qu'il n'y a que 15 transferts par an entre les cabinets de conseil et l'État, entre aller et retour. 15 sur 1000, 1,5%. Et vous évoquiez tout à l'heure la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est un corps d'inspection. Nous sommes des corps de l'action. Le problème qui peut être aujourd'hui posé, c'est est-ce que les hauts fonctionnaires, peut-être qu'ils peuvent faire peut-être un peu moins d'inspection et d'audit et plus d'action. Une réponse, Caroline Michel-Aguirre. Écoutez, moi je pense que la Cour des comptes sera ravie d'apprendre que ce serait mieux qu'elle fasse sur la question du pantouflage, l'aller et retour évidemment. Entre le public et le privé. C'est une question majeure. C'est une question majeure, vous avez raison. Et encore une fois, ça n'est pas une question de chiffres, c'est une question de qui fait l'aller-retour, de l'impact de la personne. Aujourd'hui, on a une réforme de la haute fonction publique qui est voulue par le président de la République pour favoriser ces allers-retours. Selon l'idée, qu'on peut être d'accord ou pas, que quelqu'un qui serait passé dans le privé serait meilleur que quelqu'un qui serait toujours resté dans le public. Tout ça ne peut marcher que si on redonne plus de moyens aux autorités, la haute autorité de la transparence publique pour réguler et observer ces conflits d'intérêts. Donc oui, pourquoi pas, mais il faut des règles. Un mot de conclusion à cet égard, Mathieu Courtecuisse. Combien y a-t-il d'inspecteurs des finances dans le monde du conseil après 3 ans d'enquête? Combien y a-t-il d'inspecteurs des finances? Je viens de répondre à votre question. La question n'est pas le combien, mais de ce qu'ils font et à quel étage. Vous savez combien il y en a? Vous avez dit vous-même. Un. Sur 50 000 consultants en France, il y a un inspecteur des finances. Bon, on a bien compris en tout cas que vous aviez des points de vue difficiles à concilier. Merci Mathieu Courtecuisse d'avoir exposé donc les arguments de Syntec, le syndicat des entreprises de conseil. Caroline Michel-Aguirre, je rappelle le titre de votre ouvrage publié aux éditions Alary, Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État.